politique avec Frédéric Rivière. Bonsoir et bienvenue dans l'atelier politique. Le propos de cette émission est de ne pas s'arrêter à l'actualité immédiate, mais de prendre le temps de réfléchir à ce qui nous arrive et pourrait nous arriver. Et ce soir, nous sommes avec Manon Aubry, députée européenne de la France Insoumise, coprésidente du groupe La Gauche au Parlement européen. Bonsoir. Bonsoir. Cette émission est enregistrée dans les conditions du direct. Vos propos ne feront donc l'objet d'aucun montage. Nous sommes ensemble pour environ 3/4 d'heure et vous allez donc avoir du temps pour développer vos idées. Cette émission s'appelle l'atelier politique, Manon Aubry, et comme je le fais à chacun de mes invités, j'aimerais donc vous demander pour commencer, quel est votre outil préféré ? C'est une bonne question. La mauvaise bricoleuse que je suis va se contenter d'une petite vis qui permet de... C'est le truc qu'on a toujours chez soi, qui permet... Vous avez toujours une vis qui saute, etc. Mais qui permet aussi de recoller les morceaux. Peut-être je pourrais aussi choisir de la colle. Mais un peu recoller les morceaux entre deux éléments. Et peut-être qu'en politique, on a aussi parfois besoin de recoller les morceaux. Alors, si je peux me permettre, dans ces cas-là, c'est plutôt le tournevis, parce que la vis n'est pas un outil. Vous voyez un matériau, mais je vois bien à quel point vous êtes une déplorable bricoleuse. J'ai deux mains gauches, mais je sais... C'est pas gentil pour les gauchers. Ouais, je sais, mais la gauche, c'est une bonne chose, hein, c'est pas moi qui vais en dire du mal. Donc, mais je peux faire quand même tous les petits travaux qu'on peut faire chez soi. Tant bien que mal. Voilà, tant bien que mal, comme tous les mauvais bricoleurs du dimanche, en somme. Vous êtes la fille de 2 journalistes, Manon Aubry. C'est un beau métier, non ? Je ne vais pas dire le contraire, mais vous n'avez pas eu envie de suivre leur voie ? Non, pour pas mal de raisons. C'est un beau métier parce que c'est informer sur le monde, donner à voir ce qu'il se passe autour de nous, comprendre ce qu'il se passe. Et j'ai été baignée forcément de l'actualité, des informations depuis toute petite. Mais ça m'a pas donné envie pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai vu aussi la dégradation du milieu professionnel du journalisme qui répond à des injonctions, la précarité. Mon père a vagabondé de pige en pige, etc. Ma mère travaillait pour ce qu'on appelle la PQR, donc un journal régional, Var Matin. Et j'ai pu voir à quel point les conditions de travail se dégradaient pour les journalistes. Ils répondaient à des commandes qui ne collaient plus à l'actualité. Var Matin a par ailleurs été ensuite racheté à de très nombreuses reprises. Et puis finalement, ma mère a fini sa carrière comme déléguée syndicale à se battre pour la survie du journal. Et je me suis dit qu'on a besoin d'un journalisme indépendant, d'investigation. Mais ma façon à moi de contribuer à la contribution du monde était finalement d'en donner mon interprétation. Et c'est pour ça que j'ai travaillé dans le milieu associatif avant, presque malgré moi, de devenir élue. Mais je continuerai à me battre pour un journalisme qui a les moyens et indépendant, parce que je l'ai vécu et vu de l'intérieur à travers mes parents. Votre grand-père maternel était corse. On s'est déjà rencontrés à plusieurs reprises. Vous m'avez parfois parlé de la Corse. C'est une composante importante de votre identité ? Oui, j'ai baigné dans une culture corse. Je veux dire, quiconque qui est corse ou qui est de la famille corse connaît la singularité de l'insularité. C'est vrai pour la Corse, c'est vrai aussi pour d'autres départements qu'on appelle assez mal d'outre-mer d'ailleurs, en Martinique, Guadeloupe, La Réunion ou ailleurs, où vous créez, vous construisez une identité. Et en Corse, j'ai construit aussi une partie de mon identité politique, quelque chose que j'ai déjà raconté, mais on vient d'un petit village, Bonifacio. Je dis petit village que souvent les gens connaissent, mais en fait c'est un petit village à l'Allée, il n'y a pas beaucoup d'habitants à Bonifacio, et qui a envahi l'été, notamment par... Envahi, vous dites ? Envahi dans le sens où il y a dans un village qui passe de 2500 habitants et qui va jusqu'à 50 000, 60 000. Oui, après j'ai conscience que le tourisme fait partie de l'économie de l'île. Je pense qu'il doit être régulé pour que ce soit un tourisme responsable. Mais moi, j'ai finalement développé ma sensibilité à la question de la lutte contre l'évasion fiscale à travers les tours qu'on faisait du port de Bonifacio. On allait acheter notre glace sur le port de Bonifacio en regardant les yachts immenses qui entraient dans le port de Bonifacio. Il y a une tradition ou une blague à Bonifacio, c'est de demander mais pourquoi tous ces bateaux ils s'appellent Georges ? Et en fait sur tous les bateaux il y a marqué Georgetown. Et Georgetown, c'est la capitale des îles Caïmans, où sont immatriculés énormément de bateaux, de grands yachts.
pour des raisons fiscales évidemment, et qui ne payent pas leur juste part d'impôts. Alors, vous avez quelques variantes, hein, îles Caïmans, îles Vierges britanniques, Malte, donc vous avez Valletta pour Malte, mais qui dit quelque chose de ces immenses bateaux, à côté, en plus, des petits rafiaux de pêche. Moi, je viens d'une famille de pêcheurs, donc j'ai des cousins qui ont des tout petits bateaux de pêche, de la pêche artisanale. Et c'est deux mondes qui se confrontent. Et je pense que ma sensibilisation à la question de la lutte contre l'évasion fiscale est née très tôt, là, en faisant le tour du port de Bonifacio. Et votre sensibilisation à la gauche, elle tient aussi au fait que votre grand-père était un militant de gauche. Votre mère aussi, d'ailleurs, était engagée à gauche. Vous avez baigné dans cette culture de gauche. J'ai baigné dans une culture de gauche, mais quand j'étais enfant, personne n'avait sauté le pas de l'engagement politique à cette époque-là. Mon grand-père, qui avait été par ailleurs gardien de prison, avait été syndicaliste, mais guère plus que cela. Ma mère également, elle avait une éthique journalistique très forte, où elle disait qu'elle ne pouvait pas s'engager en politique tant qu'elle était journaliste, ce qui je pense très respectable de sa part. Et elle était militante syndicale, et puis quand elle a fini sa carrière professionnelle, c'est le moment où elle a sauté le pas de l'engagement politique. Mais oui, j'ai baigné dans une culture... Elle a même été candidate sur vos listes, mais en position inéligible. Mais pourquoi alors? C'était un clin d'œil? C'était quoi? Non, en fait, vous savez ce qui s'est passé, c'est que ma mère a été engagée en politique avant moi. Elle a été candidate aux législatives, en plus dans le Var, donc dans une circonscription absolument pas gagnable, mais où on sait plus que tout ce que c'est de lutter contre l'extrême droite. C'est aussi ça l'univers dans lequel j'ai grandi. J'étais dans le même lycée que David Racheline, qui est aujourd'hui maire de Fréjus, Rassemblement national. Et elle s'est engagée en politique juste après sa carrière. Elle a été candidate aux législatives, candidate aux européennes. Et à ce moment-là, il n'avait jamais été question que moi-même je sois candidate. La liste avait été constituée avant qu'on vienne me chercher pour en prendre la tête. En 2019, hein. Exactement, en 2019. Et à ce moment-là, la France Insoumise me contacte pour me proposer d'être la tête de liste. Et à ce moment-là, ils n'avaient même pas réalisé que ma mère était sur la liste. Parce elle était en 59e position, oui, elle je crois. était très loin sur la liste. Donc voilà, c'était une militante locale et vous aviez une représentation des régions. Bon, je vous passe l'histoire un peu longue de mes hésitations, pour plein de raisons, parce que sauter le pas de l'engagement politique, c'était quelque chose que j'avais jamais envisagé. Je pensais être beaucoup plus utile dans le secteur associatif. Puis la politique et sa violence me faisaient peur, elle me faisait pas envie. À vrai dire, 5 ans plus tard, elle me fait pas plus envie. Je la trouve toujours aussi violente, mais je pense que si tous les dégoûtés de la politique s'en vont, il n'en reste plus que les dégoûtants. Et j'ai fini par accepter. Et à ce moment-là, j'ai dit de manière évidente, mais je ne peux pas être candidate en même temps que ma mère. Et la France Insoumise a dit, mais il n'y a aucune raison de délégitimer l'engagement politique de ta mère. Ta mère, c'est une chose, et la fille, c'est une autre chose. Puis elle est restée candidate. Je sais que ça nous a été reproché avec le recul. Pour moi, on aurait probablement mieux fait de ne pas être candidate sur la même liste, mais on avait en fait 2 parcours politiques distincts. Et vous étiez aux 2 extrêmes de la liste, quoi. Exactement. Vous, tête et puis de liste, évidemment et elle, qu'elle n'aurait... Enfin, même en faisant 80% des voix, elle n'aurait pas été élue. Donc tout ça était quand même improbable. Alors, vous avez parlé de votre engagement associatif. Vous avez vécu 2 ans en République démocratique du Congo, où vous travailliez à l'époque pour une association de défense des droits de l'homme. Quel souvenir vous gardez de cette expérience? J'ai un souvenir vraiment très fort. C'est pas si loin, hein, je le précise, parce que vous êtes jeune, donc rien n'est très loin, en fait. Non, c'était il y a à peu près 10 ans, exactement. C'était plutôt au début de ma carrière professionnelle, avant que je travaille pour Oxfam. Moi, j'ai une formation d'abord en humanitaire, puis en droits de l'homme. Et j'ai travaillé au Congo pendant 2 ans sur la documentation des violations des droits humains dans le secteur extractif. Au Congo se trouve une grande partie des ressources en cuivre et en cobalt qu'on a tous dans notre téléphone, dans nos ordinateurs, etc. Probablement, vous avez du cuivre et du cobalt qui vient du Congo, qui devrait nourrir la richesse de ce pays au vu des ressources qu'ils ont. Et pourtant, c'est un des États les plus pauvres au monde, où les seuls kilomètres de routes goudronnées en dehors de Kinshasa que vous avez, c'est dans le Katanga, et ça a été construit par des entreprises minières pour se rendre de Lubumbashi aux différents sites miniers. Pour vous dire le niveau de développement de ce pays, qui est en proie par ailleurs à des conflits dans l'est du Congo. Et mon travail, c'était de documenter les violations des droits humains, mais aussi... on dirait en anglais d'empower, de donner de la force aux communautés locales qui se battaient contre ces projets miniers parce qu'ils étaient déplacés de force, parce que les cours d'eau étaient pollués. Et j'en retire une expérience extrêmement forte parce qu'au Congo,
vous avez ce sens naturel de la justice sociale. J'ai fait des rencontres incroyables de militants et d'activistes qui se battent localement. Et nous, notre objectif, c'était de leur donner des outils. C'est pas la même chose de dire on n'est pas content d'être déplacé de force à cause de ce projet minier et de dire on n'est pas content d'être déplacé de force à cause de ce projet minier et ça viole telle et telle disposition du droit international. Et c'était ça mon rôle et j'ai beaucoup appris, honnêtement. Ça a d'abord été une expérience d'apprentissage. Si ça ne tenait qu'à moi, j'y serais restée probablement plus longtemps. Et je pense que le Congo Pourquoi m'a vous dites plus si ça ne tenait qu'à apporté. vous? Parce que, En fait, pour tout vous dire, j'ai eu un gros accident et j'ai dû rentrer en France me faire D'accord. opérer. Et à ce moment-là, bon, la vie personnelle fait que finalement, je suis restée travailler en France. Ouais. Mais j'en garde un souvenir incroyable, y compris dans les difficultés qu'on avait. Je veux dire, pour vous rendre d'un point A à un point B au Congo, vous mettez 2 jours, 3 jours. Je suis parfois restée bloquée sur des bases militaires des Nations Unies. J'ai été poursuivie par des services de sécurité et services secrets du Congo. Enfin, on a été arrêtés, emprisonnés. Il s'est passé tellement de choses. Mais j'ai tellement appris aux côtés de mes collègues congolais que peut-être j'en tire aussi une force et la volonté de travailler contre les sources mêmes de ces injustices qui piègent le Congo, parce que vous avez des entreprises minières chinoises. Je me suis beaucoup battue contre une entreprise Banro, une entreprise canadienne qui viennent piller les ressources africaines. Et la bataille que j'ai menée ensuite au Parlement européen, qui a été une bataille victorieuse pour le devoir de vigilance des multinationales, d'avoir une directive qui rend responsable les entreprises pour les violations des droits humains dans leur chaîne de production, je la dois de ma bataille au Congo. Et je suis fière de pouvoir dire que cette bataille, je l'ai amenée du fin fond des mines, dans l'est du Congo, dans le Katanga, etc., jusqu'au Parlement européen. Et que 10 ans plus tard, on a gagné un texte contraignant qui va pouvoir donner la possibilité aux victimes congolaises de traîner ces entreprises devant les tribunaux. Et c'est ça peut-être la plus belle chose que j'ai gagnée de là-bas et qui finalement nous a permis d'avoir une victoire politique. On reviendra un peu plus tard sur l'Afrique parce que vous avez également été au Libéria. Vous regrettez parfois, j'ai cru le comprendre quand vous disiez au fond que vous êtes toujours un peu dégoûté de la politique, avec cette formule, si tous les dégoûtés s'en vont, il reste les dégoûtants. Si tous les dégoûtés s'en vont, d'ailleurs, c'est mieux au pluriel, il reste les dégoûtants. Vous regrettez parfois le monde associatif ? Je me pose des questions et je pense que c'est sain de se poser des questions. Je vous l'ai dit, j'avais beaucoup hésité avant de m'engager en politique pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand je travaillais pour l'ONG Oxfam, je travaillais sur les pratiques d'évasion fiscale, aussi les violations des droits humains des entreprises. Et si vous voulez, mon travail était quelque part pur. J'allais voir les acteurs politiques, les députés, etc. Et je leur disais, c'est ça qu'il faut faire, point. Et j'avais pas à me jeter dans la violence du monde politique. Mais c'est aussi ça, peut-être quelque part, qui m'a fait passer le cap, parce que je me suis dit... La possibilité d'agir ? Exactement. Réfléchis à tous les moments où on a gagné la bataille culturelle. Si vous allez dans la rue et vous dites, est-ce que vous trouvez ça normal que Total ne paye pas sa juste part d'impôt ? Tout le monde va vous dire, bah non, c'est pas normal, faut qu'ils payent leur juste part d'impôt. Et comment ça se fait qu'on n'arrive pas à gagner la bataille politique ? Et je me suis dit, si c'est toi qui appuies sur le bouton, ok, toi, toute seule, tu fais pas une majorité. Mais tu peux être sûr que c'est pas les lobbies qui vont t'influencer. Et donc, j'ai repensé à tous ces moments de frustration du moment du combat associatif. Et je me suis dit, c'est le moment de t'en servir dans le milieu politique. Et sur le deuxième volet, sur la peur que j'avais de la violence en politique, j'ai pas été déçue, pour être honnête. C'est très violent. Mais en même temps, c'est là où je me suis dit, ok, on te donne la chance d'entrer par la grande porte, de faire de la méthode que tu veux, la manière que tu veux, et tu vas le refuser en ayant peur d'eux. Précisément, c'est à nous de montrer qu'on peut faire différemment. Et à l'époque, je m'étais écrit une lettre à moi-même pour essayer de me protéger, justement. De me dire, voici toutes les choses que tu ne feras pas, toutes les lignes rouges que tu ne traverseras pas, et pour tous les moments où tu doutes, et il y en a, et il y en aura encore d'autres, voici les raisons pour lesquelles tu t'es engagé. Et cette lettre, je l'ai envoyée à 3 de mes meilleurs amis, qui sont finalement les garants des raisons pour lesquelles je me suis engagée. Et je pense que on le dit assez peu en politique, mais c'est sain de douter. Vous savez, il y a un côté assez viriliste aussi de l'homme qui arrive dans les médias, très sûr de lui, qui assène les choses. Et en fait, le doute, ça permet de se poser des questions, de faire mieux, d'avancer. Et je regrette qu'il n'y ait pas plus de place pour le doute en politique.
Et peut-être que ça éviterait à certaines et à certains de dire beaucoup de conneries. Pas seulement en politique. Dans la Plus vie. de place pour le doute d'une manière générale, je pense. Et je trouve que c'est une manière aussi très viriliste, si vous me le permettez, de faire de la politique, parce qu'il y a un côté très masculiniste à être sûr de lui, on est des bons petits soldats, y compris le référentiel, le langage qui est utilisé en politique. Je sais pas, de Emmanuel Macron qui veut faire du réarmement démocratique. Pardon, mais nos utérus et nos ventres ne sont pas des armes, Emmanuel Macron. Et qu'il y a des histoires derrière tout ça. Et je trouve ça assez symptomatique. Et donc, oui, peut-être qu'on devrait laisser plus de place pour le doute, les questionnements en politique, et ça ferait pas de nous des mauvais hommes et femmes politiques. Personnellement, je pense bien au contraire. Rapidement, et puis après on va entrer sur on va parler de la France, on va parler du monde, mais vous avez pratiqué la natation en compétition quand vous étiez adolescente. Aujourd'hui, vous pratiquez assidûment water polo. Ça fait partie de mes engagements que je me suis écrit dans ma propre lettre. Alors, bon, j'imagine que c'est vraiment important pour vous. Vous en faites 3 fois par semaine du water polo. Est-ce que c'est ça qui vous a donné cette... Parce que vous dites, je suis arrivé un peu apeuré, vous l'avez dit en toute humilité, par la violence de la politique. Mais aujourd'hui, vous êtes, d'une certaine manière, le mot est facile, mais un peu une vedette médiatique. On vous voit beaucoup sur les plateaux télé. Vous êtes pugnace. C'est le sport qui vous a donné et la compétition qui vous a donné cette résistance, cette force? Je pense que le sport, ça vous donne un cadre, une rigueur d'abord. Depuis très jeune, j'avais déjà 10 ans que je faisais 5 entraînements par semaine. Donc forcément, ça vous donne une hygiène, un cadre de vie. Et puis oui, le water polo en particulier, c'est un sport où il faut rien lâcher. Tout se passe en dessous de l'eau, donc vous pouvez faire toutes les métaphores du monde avec la vie politique. Oui, tout se passe en dessous de l'eau, y compris la violence. Y compris, ça, oui. Et le but, c'est de couler votre adversaire. C'est pas en eau trouble. Non, c'est en eau claire. Et heureusement, mais oui, il faut rien lâcher. Et je pense que le sport, encore aujourd'hui, ça me permet aussi de m'évader. Vous savez, tous ces hommes et femmes politiques qui font que de ça, du matin au soir. Voilà, moi, je retrouve mon équipe, c'est mon équipe d'avant. Ils me connaissent de ma vie d'avant. Et ça les fait rire quand ils me voient à la télé. Et quand je parle du water polo, ils sont d'ailleurs toujours très contents. Donc, je les salue quand je parle du water polo dans les émissions de télé ou de radio. Mais c'est quoi votre club? Il s'appelle Montmartre Water Polo. On joue en division régionale. Et le water polo, par ailleurs, c'est un sport qui demande à être davantage connu. C'est un sport extrêmement complet. C'est comme du handball dans l'eau. C'est ça. Et c'est un sport à la fois de balle, mais aussi de bataille, quasiment du judo dans l'eau. Et puis c'est un sport où évidemment il faut être un bon nageur. Donc c'est un sport extrêmement complet. Et oui, le water polo, ça me donne ce cadre, cette envie, cette pugnacité. Quand j'allais dans des débats, par exemple pour les élections européennes, pour moi c'était comme un match. Je me préparais comme à un match et j'en sortais comme à un match. Et c'est une épreuve physique aussi, la politique, ne serait-ce que pour être 3 heures à faire un débat, ne rien lâcher, etc. Et je pense que ça, en tout cas, ça fait partie intégrante de ma vie. Et ça m'arrive souvent de refuser des médias, de refuser des opportunités. Parce que vous avez l'engagement du club. Parce que j'ai entraînement et que c'est un engagement que je me suis promis à moi-même et à mon équipe. Et j'ai aucun regret là-dessus. Merci d'être avec nous. Vous écoutez l'Atelier politique, émission réalisée par Mathias Golchani. Venons-en, Manon Aubry, à votre regard sur la France d'aujourd'hui, la France maintenant. Vous avez travaillé, vous en avez parlé pendant plusieurs années pour Oxfam, au sein d'organisation, une ONG, au sein de laquelle vous étiez porte-parole et spécialiste des questions d'évasion fiscale. Est-ce que vous parvenez, vous, à estimer de lutte contre l'évasion fiscale? Au cas où les gens se demandent qui spécialise des questions d'évasion fiscale, je ne faisais pas des montages fiscaux. Au contraire, je les dénonçais. Alors, est-ce que vous parvenez, vous, à donner un ordre de grandeur de ce que coûte l'évasion fiscale pour la France? C'est toujours très difficile à mesurer. Les estimations qu'on avait faites, y compris à partir du travail fait par les organisations syndicales au sein de la Direction générale des finances publiques, c'est entre 60 à 80 milliards d'euros pour la France. 60 à 80 milliards d'euros, pour vous donner un ordre d'idée, parce que ça paraît abstrait pour les gens, c'est à peu près le budget de l'éducation nationale. Hasard, c'est à peu près l'argent que cherche le gouvernement dans son nouveau budget. Ils veulent faire 60 milliards d'euros d'économies l'an prochain, qui vont prendre dans la poche des Françaises et des Français qui galèrent. Ça va être la hausse des factures d'électricité, ça va être le gel des pensions de retraite, alors qu'on a une manne financière à laquelle on ne s'attaque pas, qui est la manne financière de l'évasion fiscale. Mais qu'est-ce que vous mettez dans l'évasion fiscale? Parce que dites-moi
si je me trompe, mais il y a ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, Ah, qui n'est pas illégale. Ce sont tous les moyens, toutes les astuces pour essayer d'échapper légalement à l'impôt. Et puis il y a ce qu'on appelle la fraude fiscale, qui, comme son nom l'indique, elle est illégale. L'évasion, vous la mettez où dans tout ça ? c'est une vraie bataille sémantique que j'ai. Le terme d'optimisation fiscale a été inventé par les entreprises Ouais. qui font cela, qui tordent en fait le droit pour payer le moins d'impôts possible, ce qui vont faire ce qu'on appelle du transfert artificiel de bénéfices. Je vous donne un exemple concret. Ouais. McDonald's qui va mettre un système de filiales. Donc, si vous allez dans un restaurant McDo en France, vous avez l'impression que c'est tous les mêmes. En réalité, ce sont des filiales, donc ce sont des entreprises juridiques différentes qui vont payer un droit d'utilisation de la marque à une entreprise qui est, elle, située au Luxembourg. De cette manière-là, les bénéfices sont délocalisés artificiellement de la France au Luxembourg. Et au Luxembourg, ils vont bénéficier d'avantages fiscaux pour payer le moins d'impôts possible. Ça, ce n'est pas de la fraude fiscale. C'est ce que les entreprises vont appeler de l'optimisation fiscale, que moi j'appelle de l'évasion fiscale, dans la mesure où c'est de l'argent qui est dû à l'État français et qui est évadé, qui sort de la France. Et je pense que cette bataille sémantique est importante. Ce qui est de l'ordre de purement illégal dans le droit actuel français, ça s'appelle de la fraude fiscale. Le reste, c'est de l'évasion fiscale, c'est de l'argent qui aurait dû être payé et qui tord les outils juridiques actuels pour payer le moins d'impôts possible, ce qui fait qu'une entreprise comme McDonald's, qui est extrêmement bénéficiaire, ne paye quasiment pas d'euros d'impôts en France. Est-ce qu'il y aurait moins d'évasion fiscale si les entreprises étaient moins taxées ? Alors ça, c'est la logique facile des libéraux, en disant... Il faut que je vous pose quelques questions faciles. Oui. Et on va faire en sorte que, faisons en sorte qu'il n'y ait pas d'impôts du tout payés, comme ça il n'y aura pas d'évasion. Puis comme ça, il n'y aura pas d'État, il n'y aura pas d'éducation nationale, il n'y aura pas de route, il n'y aura pas de système de protection sociale. Tout ça, par ailleurs, profite à la prospérité des entreprises. Et c'est intéressant, quand vous regardez les premiers critères pour lesquels une entreprise décide de s'installer dans un pays, c'est souvent parce qu'il y a un réseau développé et que les gens sont formés, etc. Et on voit d'ailleurs la différence entre des États européens et des États, notamment en Afrique. Et puis, il y a un exemple empirique. L'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, il était fraudé, vous savez par combien de personnes ? 0,2% des contribuables qui étaient assujettis normalement à l'ISF le fraudaient. Ça représentait 20 millions d'euros, alors que l'ISF rapportait 4 milliards d'euros. Donc, parce qu'on perd 20 millions d'euros à cause de la fraude, ils ont supprimé l'ISF, c'est-à-dire ils se sont privés de 4 milliards d'euros de recettes. Vous voyez, ça n'a aucun sens. On devrait plutôt se donner davantage de moyens pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, plutôt que de supprimer les impôts sur les plus riches et sur les grandes entreprises multinationales. Parce que la conséquence de ça, c'est quoi ? Quand les plus riches et les grandes entreprises multinationales ne payent pas leur juste part d'impôt, ce sont les plus pauvres qui vont le faire. Vous, moi, on va augmenter la TVA. C'est un impôt facile, qui est plus difficile à frauder. Quand vous faites vos courses, vous allez payer votre TVA. C'est impossible, même quand on est juste un consommateur. Exactement. Et résultat, la part de TVA dans les recettes nationales n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Et dans l'autre sens, la part des impôts payés par les plus riches et les multinationales n'a cessé de baisser. Donc on a des systèmes fiscaux qui sont de plus en plus injustes. François Hollande avait dit un jour, vous vous en souvenez évidemment, qu'il n'aimait pas les riches. Est-ce que vous diriez la même chose ? Moi, j'aime pas les inégalités. Ouais. C'est Mais ce vous contre ne quoi- diriez pas, je n'aime pas les riches. Non, si tout le monde était riche, je serais heureuse. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a un enjeu, c'est à redistribuer les richesses. Vous savez, c'est un exemple par l'absurde, mais qui dit quelque chose du niveau de fortune de Bernard Arnault. Si Bernard Arnault dépensait, je crois que c'est 8 000 euros par jour depuis 1789, alors Bernard Arnault a beaucoup de pouvoir, mais pas celui d'être immortel, mais c'est pour vous donner la part de l'immensité de sa fortune. Donc s'il dépensait 8 000 euros par jour depuis 1789, on serait qu'à 1% de sa fortune. Vous voyez, tout ça est sans commune mesure Alors, avec il faut réalité. vérifier ce chiffre, mais c'est... C'est un chiffre qui a été calculé par vertigineux. Oxfam. Oui, mais c'est 8 000 euros par jour depuis 1789, c'est-à-dire depuis 2 siècles et demi. Exactement. Donc on vertigineux. Si est ce sur des chiffre niveaux, est juste, on est sur des niveaux de fortune. Les 500 plus grandes fortunes en France ont multiplié par 2 leur richesse juste depuis 2017, depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Vous, moi, ceux qui nous écoutent, n'ont pas multiplié leur fortune par 2. Donc moi, ce qui m'insupporte, et c'est mon moteur de mon engagement en politique, c'est les inégalités. Vous savez, quand j'ai travaillé des années, avoir des gens au Congo qui vivaient avec rien et des entreprises qui s'en mettaient plein les fouilles pour construire ensuite les appareils Samsung, Apple, etc. Ça, c'est insupportable. Alors que c'est le pillage de ces ressources, de ces recettes
depuis le Congo jusqu'aux inégalités que vous observez dans la rue, ici en France, à Paris, des gens qui vivent sans domicile, quand vous avez des gens qui sont multipropriétaires. Moi, c'est ça qui m'est insupportable. Et on parlait du doute tout à l'heure en politique, je pense aussi qu'il faut faire de la politique avec les tripes. Il faut savoir pourquoi on est là, pourquoi on le fait. Et moi, dès que vous me parlez de ça, c'est ça qui me remotive chaque matin pour aller me battre, souvent avec des forces inégales, on ne va pas se cacher. Mais je pense que sur ces sujets-là, on est majoritaire dans l'opinion publique et c'est sur ça qu'on doit s'appuyer pour gagner la bataille politique. Il y a un sujet qui est très prégnant en France depuis des années, c'est la question de l'islam radical. Il y a quelques jours, des hommages ont été rendus aux 2 professeurs assassinés par des terroristes islamistes, les 2 professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard. Est-ce que pour vous, l'entrisme islamiste, pour reprendre la formule qu'avait d'ailleurs utilisée Gabriel Attal lorsqu'il était Premier ministre, ou ministre de l'Éducation, lorsqu'il était ministre de l'Éducation peut-être. En tout cas, il a eu cette formule, l'entrisme, islamisme au sein des établissements scolaires. Est-ce que pour vous, c'est une réalité, ça, ou est-ce que c'est un fantasme ? Il y a différentes formes d'obscurantisme qui sont dangereux. Oui, là, je vous parle de celui-ci. Le terrorisme islamiste a une réalité, et une réalité qui est avec des conséquences. Oui, mais là, je vous parle de l'entrisme, c'est pour reprendre encore une fois. Faisons par étapes. C'est pas forcément le terme que je vais utiliser, mais oui, il y a un obscurantisme qui prend sa source aussi dans un fanatisme religieux, et notamment un fanatisme islamiste, mais qui dévoie la religion musulmane, par ailleurs. Enfin, je veux dire, tous les musulmans qui nous écoutent, heureusement, ne sont pas terroristes. Et l'amalgame qui est souvent fait en jetant en pâture toutes les personnes de religion musulmane, parce qu'il y a des obscurantistes religieux, est insupportable. Et bien sûr qu'il faut lutter contre l'obscurantisme, y compris avec ses conséquences les plus terribles, parce qu'à chaque fois qu'on s'en prend à un professeur dans notre pays, on s'en prend à la République, et cette République, elle doit tenir debout, et que bien sûr, il faut lutter contre l'obscurantisme, contre le fanatisme redoutable pour les femmes islamiste. aussi, d'ailleurs. Bien sûr. Mais l'obscurantisme religieux, c'est aussi quand vous avez des écoles privées qui disent que le droit à l'avortement, c'est une forme d'homicide. Ça aussi, c'est un obscurantisme auquel il faut s'en prendre. Et donc, c'est pour ça qu'il faut se donner les moyens de lutter contre cela, pour que l'école joue pleinement son rôle, c'est-à-dire la construction des savoirs. Contre l'obscurantisme, le meilleur outil, c'est le développement du savoir. Ouais. Mais alors, par exemple, vous avez demandé l'abrogation de la loi interdisant le port de l'abaya ou du camis, qui est la tenue pour les hommes, au sein des établissements scolaires. Est-ce que c'est cohérent avec une position de défense de la laïcité ? Oui, bien sûr, parce que nous, on défend la laïcité de 1905, toute la laïcité, rien que la laïcité. Et on défend, par exemple, la loi sur l'interdiction des signes religieux à l'école, qui permet d'avoir ce terrain neutre qui est l'école, y compris pour se former une identité politique, ce qui n'empêche pas de croire, d'avoir des croyances, mais c'est chasser du terrain commun et du terrain public qui est l'école. L'abaya est une question un petit peu différente, parce que on entre dans la police du vêtement. On parle de vêtements, de robes amples. Aller alors mesurer combien de centimètres, comment, etc., qui n'est pas en soi un précepte religieux. Il y a débat sur le sujet. Mais d'ailleurs. Il y a de fait une police du vêtement, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas arriver à l'école ou même dans une entreprise habillé absolument n'importe comment. On ne pouvait pas y arriver en sous-vêtements, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a ce qu'on pourrait appeler une forme de décence commune. Oui, on a aussi fait la bataille aux jeunes femmes contre les crop tops. Les crop tops, c'est-à-dire le ventre à l'air. Exactement. Ouais. Et vous voyez, à la fin, celles et ceux qui sont toujours désignés par ces batailles du vêtement sont les mêmes. Sont d'un côté les musulmans et de l'autre les femmes, quand ce n'est pas les femmes musulmanes. Et je pense que ce n'est pas la bonne manière de faire coexister dans notre société des gens qui ont le droit de croire, de ne pas croire. C'est aussi ça la laïcité, c'est évidemment le droit de ne pas croire. Et je pense que une bonne application de la loi de l'interdiction des signes religieux à l'école se suffit à elle-même, et une bonne application de la laïcité telle qu'elle a été pensée à l'origine. On va essayer, Manon Aubry, de faire un peu de prospective maintenant, essayer d'imaginer la France demain. J'ai pas de boule de cristal. Non, mais le premier sujet dont je vais vous parler devrait vous inspirer. Je voudrais savoir si pour vous, si votre regard sur la France du futur est indissociable de l'avènement d'une 6e République. Je crois que malheureusement, le présent nous donne raison sur la question. On voit l'impasse politique totale dans laquelle on est. On a un homme à l'Élysée qui décide de tout,
de manière complètement inconséquente. Je parle bien évidemment de la dissolution, mais ensuite de la nomination d'un Premier ministre qui est issu d'un groupe politique qui a fait 5% aux élections législatives, qui est arrivé dans les derniers et qui est absolument pas représentatif des équilibres politiques aujourd'hui qui existent en France. On parle aujourd'hui de l'adoption du budget qui pourrait se faire par 49.3. Ce sont des outils qui brutalisent, évidemment, c'est pas le premier, mais ce sont des outils qui brutalisent la vie politique. Et je crois que la Ve République est en train de vivre ces dernières heures, indépendamment de la vision que vous avez pour la suite. Je crois qu'on a arrivé à une impasse d'un monarque républicain qui concentre tous les pouvoirs et qui est aujourd'hui en train de mettre en danger la démocratie. Je vais vous dire, mon inquiétude du moment, c'est que les gens qui se sont mobilisés comme jamais, la mobilisation pour les élections législatives est historique. C'est la plus importante que j'ai connue de mon existence à moi, parce que je crois qu'elle est plus importante de ces 35 dernières années, et qu'avant, ça remonte aux années 80, j'étais pas née. Moi, j'ai peur, et il y a des gens d'ailleurs qui me disent dans la rue, mais pourquoi on va aller voter si à la fin on a un président de la République qui fait ce qu'il veut et qui décide de qui il met et qui ne tient pas compte du résultat des élections? Et pour moi, l'enjeu d'un changement de République, c'est aussi et d'abord et avant tout un enjeu pour sauver la démocratie, c'est-à-dire la mobilisation, la participation, un régime du gouvernement, du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est ça qu'on doit sauver. À quoi ressemblerait la France dirigée par un insoumis ou une insoumise? Vous avez 1 heure devant vous. Non, il nous reste un quart d'heure. Tellement de choses changeraient Frédéric Rivière pour le mieux. D'abord, d'un point de vue démocratique, on redonnerait le pouvoir au peuple avec un régime parlementaire qui permettrait de construire des équilibres politiques davantage représentatifs de ce que pensent les Françaises et les Français. On mettrait en place une véritable redistribution des richesses avec un impôt de solidarité sur la fortune, une taxation aussi des grandes entreprises multinationales qui permettrait de davantage financer nos écoles, nos hôpitaux qui vont si mal à l'heure où le gouvernement a fait le choix de supprimer 4000 postes d'enseignants, alors qu'il y a déjà une école sur 2 dans laquelle vous n'avez pas suffisamment d'enseignants. On a tous des connaissances, des enfants, etc., qui n'ont pas eu d'enseignants devant eux à la rentrée. Notre hôpital est à l'agonie. Donc, on referait du commun, en fait. C'est ça, peut-être, qu'il faut résumer, avec une économie au service des besoins. Et puis, enfin, ce serait une économie qui remettrait les impératifs et les équilibres planétaires et qui évidemment tiendrait compte de l'urgence écologique qui est la nôtre à l'heure actuelle et qui repenserait l'ensemble de notre économie pour répondre à ces besoins, qui ferait une véritable planification écologique alors qu'on subit déjà les impacts du dérèglement climatique. Tout le monde est à peu près d'accord aujourd'hui pour dire que la France est divisée, qu'elle est fracturée. Est-ce que vous pensez que Jean-Luc Mélenchon est un homme qui peut concourir à l'apaisement de la France ? Oui, je pense précisément en refaisant du commun. Refaire du commun, ça veut dire redonner ses lettres de noblesse au service public. Je vous demande ça parce que sa personnalité n'est pas un modèle de tempérance ou de modération. Je crois que la situation n'est pas modérée. Ouais. Et à une situation radicale, proposer une réponse radicale ne veut pas dire au contraire qu'on ne peut pas recréer du commun. Je pense que quand Emmanuel Macron insulte les demandeurs d'emploi en disant qu'ils n'ont qu'à traverser la rue, quand il parle de Gaulois réfractaires, quand il cible nos concitoyens musulmans, c'est lui qui divise la société. Et moi, oui, je crois profondément que notre projet est un projet de réconciliation des Françaises et des Français, parce que finalement, c'est remettre ce projet universel qui, quelle que soit votre trajectoire, quel que soit d'où vous venez, vous aurez les mêmes droits. Et même si vous venez par exemple, si vous avez plus de difficultés économiques, oui, vous aurez davantage de droits, parce que l'objectif est de gommer les inégalités. Et je pense que notre projet, j'assume de le dire, est un projet de réconciliation de la société et que Jean-Luc Mélenchon en est un des porteurs. On va en venir au monde, Manon Aubry, le monde aujourd'hui, le monde maintenant. Je l'ai dit au début de notre entretien, vous avez travaillé en Afrique, donc j'ai parlé de la République démocratique du Congo, et vous en avez parlé, mais vous avez été aussi au Libéria. Quel regard vous portez sur la façon dont les relations entre la France et l'Afrique ont évolué ces dernières années ? On a d'abord une relation France-Afrique commerciale, où finalement les entreprises françaises se servaient de l'Afrique comme une forme de grenier, pas qu'au sens agricole, c'est-à-dire que vous preniez les ressources, vous produisiez, et puis vous assuriez aussi du débouché, avec un relent colonisateur.
je dirais, qui était très prégnant. Et moi, je rêve de relations entre la France et l'Afrique, de respect mutuel, parce que l'Afrique a aussi beaucoup apporté à la France, dans sa culture, dans son histoire. Et on a besoin de relations d'égal à égal, et je crois qu'on en est encore aujourd'hui très très loin. La France aujourd'hui est écartée d'un certain nombre de pays d'Afrique et on voit d'autres puissances y prendre place. Je pense évidemment à la Chine et à la Russie. Euh, est-ce que ce sont de meilleurs partenaires pour l'Afrique? Non, c'est pas, ce sont pas. Enfin, moi, je l'ai vu dans ce que je connais, dans le secteur extractif au Congo, où vous aviez de plus en plus d'entreprises chinoises qui, en plus, achetaient la paix sociale en donnant quelques cacahuètes ci et là, en construisant ci et là un centre de santé ou une route, mais en réalité sans tenir compte. Enfin, je veux dire, vous pouvez construire un centre de santé, mais si vous payez pas vos impôts qui permettent pas de développer le pays, j'appelle quand même ça du pillage. Donc oui, il y a une bataille géopolitique, une bataille d'influence qui se joue en Afrique. Et moi, je pense que notre rôle et notre responsabilité est d'en fait d'aider les acteurs africains à se développer par eux-mêmes, et que l'Afrique sera forte le jour où elle aura ces entreprises qui pourront rivaliser avec les entreprises russes, avec les entreprises chinoises, avec les entreprises françaises. Et peut-être que la France a un rôle à jouer là-dessus, en créant des consortiums et en aidant ces entreprises à se développer. Je voudrais qu'on parle un peu de l'Europe, puisque je le rappelle, vous êtes la coprésidente du groupe La Gauche au Parlement européen. En février 2021, vous aviez réclamé davantage de transparence sur les contrats passés avec les laboratoires pharmaceutiques pour la fourniture de vaccins contre le Covid. Où en est-on aujourd'hui dans cette affaire, dans ce dossier? Est-ce qu'il est toujours aussi difficile d'obtenir des informations? Est-ce que vous pensez qu'un jour, on connaîtra la teneur des fameux SMS échangés par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avec un certain nombre de patrons de laboratoires? C'est une bataille que j'ai menée pour la transparence, qui est assez symptomatique de l'opacité qui a trait dans les institutions européennes. Et j'avais montré dans l'hémicycle les contrats qu'on nous avait donnés, qui étaient complètement caviardés. Donc voilà, c'était il faut imaginer des traits noirs sur un bout de papier. Et finalement, on n'a jamais complètement eu accès. Moi, j'ai mené la bataille, dénoncé cela, et on n'a jamais complètement eu accès. La Cour de justice de l'Union européenne a récemment rappelé à l'ordre la présidente de la Commission européenne, justement sur ces fameux SMS passés avec le patron de Pfizer. Et il y a clairement eu un deal qui s'est passé à ce moment-là entre les laboratoires pharmaceutiques et la Commission européenne, qui disait quelque chose aussi de la faiblesse des laboratoires pharmaceutiques européens, notre dépendance à l'étranger, et du coût financier que ça a pu avoir à ce moment-là. Et sans un cadre de débat démocratique qu'on retrouve sur le sujet pharmaceutique, mais qu'on retrouve sur tous les sujets. En ce moment, par exemple, je suis en train de me battre sur l'accord de libre-échange avec le Mercosur, qui est en train d'être signé dans le dos de tout le monde. Je suis parlementaire. Alors justement, ça, oui, mais parce que je voulais vous en parler. Alors, il y a plusieurs députés européens qui ont expliqué il y a plusieurs années déjà à quel point il était difficile d'obtenir des informations sur les traités de libre-échange. On vous laisse entrer dans un bureau, vous n'avez pas le droit d'avoir un téléphone parce qu'il ne faut pas prendre de photos, vous n'avez pas le droit d'avoir rien d'autre qu'un crayon à papier, et vous avez 600 000 pages de... Enfin bon, donc il y a une culture de l'opacité. Mais là, tenez-vous bien, Frédéric Rivière, pour l'accord de libre-échange avec le Mercosur, on n'a même pas ça. Il devrait être signé au G20 au Brésil au mois de novembre prochain. Je siège dans la commission des affaires commerciales qui est en charge des accords de libre-échange. Je suis même première vice-présidente de cette commission. Moi, siégeant dans cette commission, je n'ai accès à rien sur ces négociations qui durent depuis des années. J'ai demandé, pas plus tard que cette semaine, à la fois un débat dans la commission des affaires commerciales qui pourrait même avoir lieu à huis clos avec les négociateurs. On nous l'a refusé. J'ai demandé un débat en session plénière la semaine prochaine au Parlement européen. Il nous a été refusé, d'ailleurs refusé par les socialistes, par les libéraux, par la droite. Et on nous laisse dans le noir complet. Et au-delà de ce qu'on peut penser des accords de libre-échange, la moindre des choses, c'est que le débat se tienne de manière publique. Et en plus de cela, ils sont en train de changer de base juridique pour faire en sorte que les parlements nationaux n'aient pas à se prononcer dessus. C'est un scandale démocratique, et je pèse mes mots. C'est un scandale démocratique dont personne ne mesure encore l'ampleur, alors que nos agriculteurs français et européens
peinent à survivre. On va inonder le marché européen de centaines de milliers de tonnes de bœuf, de poulet, etc., produits dans des conditions complètement différentes des nôtres, sans que personne se mobilise. Et je suis bien seule à lancer l'alerte au Parlement européen. Et vous savez, les lobbies, les accords commerciaux à huis clos, tout ça, c'est un peu comme des vampires, ils détestent la lumière. Donc à nous de jeter un grand coup de projecteur sur ces pratiques-là qui, je pense, minent la démocratie. Vous avez essayé la gousse d'ail ? Je devrais venir peut-être la prochaine fois en session plénière avec une gousse d'ail. Je vous prendrai l'idée. Redevenons sérieux. Il y a un autre domaine dans lequel la transparence fait, selon vous, cruellement défaut, c'est la procédure d'examen des nouveaux commissaires européens, afin de s'assurer qu'ils ne soient pas en situation de conflit d'intérêts. Vous dites que cette procédure n'est qu'une vaste mascarade. Pourquoi ? C'est une vaste mascarade parce qu'on a une commission au Parlement européen des affaires juridiques qui est en charge de faire cela, mais elle le fait sur la base de déclarations d'intérêt complètement vides. Rendez-vous compte, les commissaires européens, qui sont comme le gouvernement européen, ils ont moins d'informations à remplir que moi en tant que députée européenne auprès de la haute autorité pour la transparence de la vie publique en France. Et je vous donne juste un exemple pour comprendre à quel point c'est une mascarade. Le futur commissaire en charge de la fiscalité et du climat, Wopke Hoekstra, il est en charge du climat alors qu'il a travaillé pour l'entreprise Shell, l'entreprise pétrolière, et il est en charge de la fiscalité alors qu'il a été pris la main dans le sac dans le scandale d'évasion fiscale des Pandora Papers avec une société écran aux îles Vierges britanniques. Et la commission qui est en charge de l'examen des conflits d'intérêts n'a même pas le droit de poser des questions là-dessus. Donc c'est juste un exercice qui est fait pour conforter les grands groupes et qui est, une mascarade. Comment le Parlement européen peut-il tolérer d'avoir aussi peu de pouvoir ? Parce que c'est un système de petits arrangements entre amis où tout le monde se tient. Ce qu'il faut comprendre au Parlement européen, c'est que vous avez les grands groupes politiques, les socialistes, les libéraux et la droite, et de plus en plus avec l'extrême droite, qui s'arrangent pour protéger leurs petits intérêts. Et à la fin, finalement, ça sert tout le monde. Je te protège ton commissaire qui vient de la droite, en échange de je te protège ton commissaire qui vient des socialistes. Et à la fin, on fait plus de politique, on fait plus d'examen des conflits d'intérêts qui devrait être un sujet un peu apolitique. Et j'ai été la seule au Parlement européen à dénoncer cette procédure. D'ailleurs, je suis assez surprise que peu de journalistes s'en soient inquiétés, alors que c'est un enjeu, une question démocratique majeure. Donc ce qu'il faut rompre, c'est ce système de petits arrangements entre amis de couloir. Et de nouveau, c'est lever l'opacité qui est la règle sur les institutions européennes. Il nous reste très peu de temps, Madame Aubry, même si cette émission est longue, mais elle a quand même une limite. Et je voudrais vous demander pourquoi, selon vous, le conflit au Proche-Orient déchaîne à ce point les passions en France, sans doute beaucoup plus que dans de nombreux autres pays. Je pense pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il suffit de voir les images pour être terrorisé. Oui, mais ça, les images sont les mêmes partout. Oui, mais d'abord, il y a une indignation légitime quand vous voyez des corps brûlés à vif, quand vous voyez des enfants décapités, et ces images sont insoutenables. Il se déroule un génocide à ciel ouvert sous nos yeux, dans la bande de Gaza. Et ensuite, je pense que, évidemment, il y a parfois une instrumentalisation qui peut être faite. C'est le terme que vous employez, mais que j'assume. Qui n'est pas, Quand vous avez officiellement reconnu comme tel. Il y a un risque de génocidaire. Et il y a de cela plusieurs mois. À l'époque, il y avait à peine quelques milliers de morts. On en est aujourd'hui à 42 000 morts dans la bande de Gaza. Chiffre du Hamas. Il faut toujours préciser. Chiffre du ministère de la Santé, il n'y en a pas d'autres. Et l'Organisation des Nations Unies dit que c'est probablement beaucoup plus et que c'est difficile de le chiffrer. Et aujourd'hui, ce qu'il se passe dans la bande de Gaza est sans doute le massacre le plus grand que l'on ait connu du XXIe siècle. Donc oui, ça déchaîne des passions parce que ça déchaîne des réactions. Et ensuite, ça déchaîne des réactions parce que vous avez peut-être en France, plus qu'ailleurs, des porte-paroles de l'armée israélienne qui vont caricaturer, qui vont... voilà, moi, à chaque fois que je prends la parole pour dire c'est un scandale le massacre qu'il se passe, il faut des sanctions contre le gouvernement israélien, à chaque fois on va nous caricaturer, vous êtes la porte-parole du Hamas, vous êtes des islamistes. Non, on est juste des humanistes qui défendent des vies humaines, et je pense que c'est pour ça que ça a atteint ce niveau de violence, alors que le débat devrait être apaisé et que la France, qui a historiquement défendu d'ailleurs la Palestine, devrait avoir une voix un peu plus forte sur la scène internationale pour défendre la paix. Merci Manon Aubry d'être passée à l'atelier politique. Cette émission est à retrouver sur le site internet de RFI ou sur l'application Pure Radio. Bonne soirée, à la semaine prochaine.